Et je vous présente donc notre nouveau plateau pour aborder ces Jeux Olympiques et tous les sujets y afférents. Tout d'abord, Pascal Héouzan. Bonjour Pascal. Vous êtes ex-champion de tumbling. De tumbling. Tumbling. En deux mots, qu'est-ce que c'est? Parce que le tumbling, on voit pas ça aux vidéos. C'est du sprint acrobatique en fait. Le tumbling, c'est comme du 100 mètres, mais bon, déjà ça fait pas 100 mètres, ça fait la piste aujourd'hui fait 24, elle faisait 30 à mon époque. Donc on traverse en gros avec la course d'élan 55 mètres en faisant le maximum de sauts périlleux. Bing, 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 on rebondit, et puis voilà, on fait que des sauts périlleux en fait. Bon, et vous êtes une voix qui porte dans l'univers des sportifs de haut niveau, car président fondateur du CCCF, qui est le comité des championnes et des champions français, et vous menez un combat particulier, celui de la retraite des sportifs de haut niveau. On va donc parler de retraite, on le fera aussi en compagnie de Philippe Candeloro. Bonjour. Bonjour. Philippe, ex-champion de patinage artistique, je vous fais l'insulte de vous présenter. Vous accompagnez Pascal Héouzan dans son combat, entre autres activités. Valentin Winato est également avec nous. Bonjour Valentin. Alors vous êtes un confrère, hein, journaliste à Radio France, mais pas seulement, c'est aussi le judoka qu'on accueille aujourd'hui. Et alors votre chance, vous, c'est d'être binational, justement. Oui, c'est-à-dire que enfin, c'est une chance, ça dépend des contextes. Non, non mais le judoka français que vous êtes n'était peut-être pas assez haut niveau pour prétendre être sélectionné sous le drapeau français pour les Jeux Olympiques, mais le judoka béninois, parce que vous êtes franco-béninois, que vous êtes, lui, est sélectionné, et on va parler donc avec vous du système D du sport de haut niveau, parce que ça va vous permettre d'accéder à votre rêve olympique. Ouais, tout ça, on va en parler tout à l'heure. Avec plaisir. Et puis, notre dernier invité, Romain Lachance. Bonjour Romain, directeur de l'engagement Paris 2024. Avec vous, on va parler des Jeux paralympiques et de la billetterie, parce qu'elle s'essouffle un petit peu et on aimerait qu'il y ait un petit peu plus de candidats dans les tribunes pour venir assister aux Jeux paralympiques qui, je le rappelle, sont aussi du sport de très haut niveau. Alors, on va commencer par la retraite, hein, avec vous, Pascal et Philippe. La retraite des champions, c'est sans doute le combat le plus difficile que vous ayez eu à mener dans votre vie de sportif. Et vous avez déjà obtenu des résultats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, être sportif de haut niveau, c'est considéré par les pouvoirs publics comme un travail, c'est bien ça? Exactement. Alors le résultat qu'on a obtenu, on ne l'a pas obtenu directement parce qu'à l'époque le collectif n'existait pas. Je rappelle que Philippe est aussi membre fondateur avec Patrice Martin, Marie-Claire Estou, Cathy Fleury et Robert Leroux, donc judoka, escrimeur, judoka et escrime et gymnaste. Non, le combat de la loi, elle a été faite en 2012. Le premier combat qui a été mené par Jean-François Lamour en 2007, c'est lui qui a amené l'idée pour considérer que le sport de haut niveau et la pratique du sport de haut niveau pour préparer les grandes échéances comme les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde, c'était un travail. Donc ça a conduit à cette loi en 2012 qui a offert 16 trimestres aux générations d'après 2012. Et en fait, à l'époque, nous, on a trouvé que c'était plutôt bien. Je veux dire, c'était une avancée. Et puis, sauf qu'il existait aussi des athlètes d'avant 2012, c'est bien ça? Bien sûr. Ouais. Et puis c'était eux aussi, c'était grâce à leur travail qu'on a valorisé la valeur travail. Et puis en 2023, il y a une réforme des retraites. Et là, il y a eu des amendements qui ont proposé à multiplier par 2 le nombre de trimestres pour les générations d'après 2012, donc 32, et qui a proposé, pour essayer d'équilibrer la balance, le rachat de 12 trimestres aux anciennes générations. Et la problématique de cela, c'est que quand on a 59 ans comme moi, alors Philippe, t'es un peu plus jeune, je crois. 52, ouais, ça voilà. va. Bon, le trimestre, il est à 6 300 €. En tout cas pour moi. Si on veut les racheter. Voilà. Ouais. Donc 12 fois 6, 12 fois 6 300, vous calculez, ça veut dire qu'il faut faire un emprunt de 80 000 € à l'orée de la retraite. C'est absolument impossible. Donc voilà, on s'est un petit peu élevé contre ça et on a monté le collectif pour faire porter cette voix-là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez concrètement? Que les athlètes d'avant 2012 soient traités de la même manière que les athlètes d'après 2012 pour avoir une retraite, enfin la prise en compte de leur entraînement et de leur compétition dans le calcul de la retraite. Ça serait la logique puisqu'on est plus tous proche de la retraite, sachant que de toute façon à 64 ans aujourd'hui, moi par exemple, il me manquera toujours 17 trimestres. Ouais. Les 17 trimestres, ça correspond en fait à une carrière. C'est le moment où on était en préparation olympique et de toute façon il fallait être amateur, donc on pouvait pas cotiser. C'est pas qu'on voulait pas, c'est qu'on pouvait pas. De toute façon, on était pas salarié. Aujourd'hui, il y a eu des avancées, comme l'a dit Pascal, et tant mieux, parce que grâce à nos revendications depuis peut-être 3 décennies, en fait, ça a porté ses fruits pour que les athlètes d'aujourd'hui puissent être considérés effectivement comme des travailleurs
ailleurs, avec sans prendre en compte la pénibilité, puisque bon, moi, si je prends mon cas, j'ai 2 prothèses de hanche à 52 ans. C'est pas parce que c'est à cause ou grâce au patinage que ça s'est produit. Et qu'est-ce qui fait que ça bloque, au fond? Bah là, ça bloque parce que on nous demande, nous, de racheter nos trimestres, alors que ceux d'après 2012, en fait, ils vont bénéficier de ça gratuitement. Donc, en fait, on essaye d'essayer de rééquilibrer la balance. Aujourd'hui, bah, ça bloque au niveau financier. Ce qui bloque, c'est les 30 ans de rattrapage. Parce que forcément, les listes de haut niveau ont été créées en 1984. Donc, c'est ce qui arrête la première fois un pseudo-statut du sportif de niveau. 84, on dit qu'il y a un statut avec des listes qui sont écrites et donc, nous, on part de cette base-là de 84 jusqu'à 2012, ça fait 30 ans. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a une population qui a été estimée par le ministère des Sports à 35 000 de sportifs de haut niveau qui, finalement, n'auront aucun droit. Donc, c'est ce rattrapage-là qui bloque parce que ça a un coût financier. Alors, est-ce que vous avez le sentiment aussi que l'opinion publique n'est pas forcément derrière vous, et sans doute à tort, parce qu'on a l'image du sportif riche, millionnaire. Surtout celui qui passe en télévision. Alors, Oui. vous me regardez moi, là, je sens... Non, mais ce que je veux dire... Déjà, ça dépend du sport Valentin qu'on va fait. pouvoir en témoigner. Ça dépend du sport qu'on fait aussi. Bon, il y a un Teddy Riner, il y a les footballeurs, il y a les machins, mais le quotidien du sportif de haut niveau, c'est pas du tout de l'argent qui tombe à flot, quoi. Bah déjà, il doit se battre pour trouver des sponsors. Pour continuer d'être au haut niveau, faut bosser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer notre temps à chercher des sponsors et à travailler. Ouais. Parce qu'on doit faire 6 à 8 heures de sport par jour, ou en tout cas, générer tout ce qu'on doit faire autour de notre discipline pour être performant au moment des Jeux Olympiques, puisque c'est un petit peu l'échéance et le Graal qu'on cherche tous quand on a été sportif de haut niveau. Mais pendant ce temps-là, on essaye d'engranger de l'argent, mais les carrières sont très courtes. Moi, j'ai de la chance, je continue de patiner aujourd'hui. Mais vous normalement, avez pu faire des shows. j'ai pu faire des shows parce que votre sport s'y prêtait. Voilà, j'ai un sport qui s'y prêtait parce que c'est un sport artistique, donc on peut faire des galas. Mais ceux qui arrêtent à 32 ou 36 ans, qu'est-ce qu'ils font derrière? Déjà, c'est compliqué de se reconstruire, de trouver un boulot qui va nous satisfaire après toutes les émotions qu'on a pu vivre à travers le sport. Faut bien avoir confiance, Patrice, que il y a des générations qui ont été sacrifiées. C'est-à-dire que la génération 84-2000, à l'époque, vous n'avez pas d'aménagement scolaire pour les cours. Donc, si vous prenez mon cas, par exemple, moi, j'ai arrêté les études de 86 à 90. Je les ai reprises en fin de carrière. J'ai fait un 2SS derrière, mais en fait, ça vous aussi pénalise, puisque si vous reprenez vos études à 28 ans, bah, vous travaillez pas. Vous faites vos 2 ans ou 3 ans d'études. Donc, c'est pareil. Donc, il y a toujours un retard qui est accumulé. Alors, sur la condition du sportif de haut niveau, Valentin peut nous en parler. Je veux dire, vous, c'est en permanence que vous allez chercher des ressources sans être sûr d'en trouver. C'est ça. Bah déjà, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, je travaille à côté. Donc, les moments où je suis en compétition, en stage, ou que je suis chez le kiné, c'est des moments où je suis pas payé, parce que c'est des... Et puis, il faut le payer, le kiné. Et puis, il faut le kiné. Oui. Donc, je paye 2 fois, en fait. Oui. Même parfois les compétitions, parce que c'était une année compliquée. Et c'est vrai que, quand les gens nous entendent à la télé, à la radio, ou nous voient dans des articles de presse, se disent ça doit aller pour lui. Ça va, je me plains pas, je suis très bien entouré, j'ai plein de choses qui vont dans ma vie, mais c'est vrai que constamment, là, les 2 dernières années, je les ai passées à découvert quand même de quelques centaines d'euros. Je réponds plus trop à ma banquière, mais ouais, non, c'est une galère sans nom. Il faut aller chercher les sponsors, et en fait, c'est autour des entraînements, c'est une énergie et un temps, c'est hyper chronophage. Ça demande tellement de temps et de disponibilité mentale que ça épuise même pour l'entraînement. On arrive des fois à l'entraînement, on est fatigué par le reste. Alors vous, votre histoire, elle est intéressante, Valentin, parce que vous êtes donc né en Seine-et-Marne. Ouais. Vous êtes quoi, dans le top 15 des judokas français, oui, on va dire. Au moment où je suis parti pour le Bénin, j'étais numéro 15. Je pense que j'aurais pu espérer atteindre le top 10, mais 10e, 9e français. En tout cas, on est dans la sphère du sport de haut niveau. Malheureusement, alors, le judo est très compétitif et très sélectif en France, et il faut être dans le top 5 pour se retrouver au jeu. Mais vous avez du coup opté pour la nationalité sportive béninoise, puisque vous êtes franco-béninois, et c'est comme ça que vous allez pouvoir accéder à votre rêve olympique, qui va se passer sous les couleurs béninoises, mais dans votre pays, qui est la France, en fait, en quelque sorte. À la maison, quand même. Oui, alors après, partir pour le Bénin, ça me permettait d'avoir une sélection avec la fédération, ce que je n'aurais pas eu en France. Après, qu'on combatte pour la France ou le Bénin, c'est les mêmes compétitions. J'ai dû faire les championnats continentaux, les championnats du monde, tous les grands chelems, à Bercy, à Tokyo, partout. Donc on participe aux mêmes compétitions, c'est juste la sélection que j'ai pu avoir plus facilement parce qu'il y avait moins de densité au Bénin, forcément. Mais c'est les mêmes compétitions, donc c'est pas ni une invitation, ni une wildcard, c'était des points à marquer qu'il a fallu marquer ces 2 dernières années.
Donc ça a été fait, la qualif est validée depuis 2 semaines, donc je suis très très content, très soulagé. Et maintenant, il y a plus qu'à. C'est pas dans la même catégorie de Teddy Riner. Non, pas encore. Imagine que tu le battes. Heureusement pour lui. ça serait, Ça va foutre mal, hein. ça serait le délire. En plus, vous risquez de croiser des copains, finalement. Ouais, dans ma catégorie, celui qui est sélectionné, Alpha Diallo, c'est quelqu'un qui est de ma génération, donc on se rencontrait en compétition quand on était jeune. Lui a continué et est devenu très très fort, mais c'est ma génération, on se connaît depuis sur les tapis depuis 10 ou 15 ans, je pense. Il faut quand même noter que c'est la catégorie la plus difficile, où il y a le plus de concurrence, où il y a le plus de gens qui pratiquent dans le monde. Hein. C'est une grosse catégorie, effectivement. Alors, on va revenir à toutes les galères qui doit gérer Valentin pour accéder à son rêve olympique et évoquer un sujet qui est corrélé un petit peu, j'allais dire, à la retraite, c'est la reconversion. Parce que je crois, Romain, que vous travaillez avec des sportifs de haut niveau ou d'anciens sportifs et sportifs de haut niveau dans le cadre de leur reconversion. Alors j'ai travaillé parce que j'ai monté. Oui, maintenant que vous êtes au COJO, vous avez autre chose à faire là au quotidien. Et vous connaissez le sujet. Je connais bien le sujet. Ouais. J'ai monté un organisme de formation professionnelle il y a plus de 20 ans. Je vois que le sujet évolue, mais pas tant que ça. Alors j'ai discuté hier avec Frédéric Sanor de l'Agence nationale du sport ils ont fait beaucoup d'efforts quand même. Hein. Ils ont mis en place tout un tas de dispositifs pour inclure et intégrer les athlètes de haut niveau dans les entreprises. Donc ça bouge. Maintenant, c'est beaucoup mieux qu'avant, je confirme. Il vous reste un sujet qui est celui dont vous parlez là, qui est énorme, mais on n'est pas un pays de sport. Nous, notre conviction depuis le début avec Tony Estanguet, c'est que c'est pas bien dit, mais c'est le parfait prétexte ces Jeux Olympiques et Paralympiques pour changer la place du sport dans notre pays. Et pour changer la place notamment des athlètes de haut niveau qui représentent la France, qui se battent des années, 4 ans pour une Olympiade, etc. Donc aujourd'hui, il faut changer la place du sport dans ce pays. Il y a quand même des dispositifs de formation de double parcours qui sont aujourd'hui adaptés, même dans des grandes écoles. Donc les lignes bougent un peu. Il reste votre sujet, messieurs, qui n'est pas simple. C'est en partie aussi ce qu'on veut faire valoir, c'est que on a un pays de culture. Voilà, il y a des statuts qui sont bien arrêtés dans la culture. Au ministère de la Culture, il y en a plusieurs, hein, que ce soit pour les lanceurs de l'Opéra National de Paris qui partent à la retraite à 42 ans. Faut le savoir. La Comédie Française, les intermittents du spectacle. Vous avez les statuts d'auteur, d'artiste-auteur. Vous vendez une toile quand vous êtes artiste-peintre. Dès la première vente de toile, vous êtes chargé à 15% et vous avez des droits. Ils veulent pas créer le statut du sportif de haut niveau, en fait. C'est ça la difficulté. Et nous, ce qu'on revendique aussi, c'est que l'intérêt qu'on l'emporte aux sportifs de haut niveau, c'est pas seulement pendant les Jeux, mais après aussi. Il y a l'après-carrière du sportif de haut niveau. Je crois que c'est important qu'il y ait un accompagnement. Enfin, si on avait un vrai statut, je pense que le statut courrait pendant toute la vie. Quand on est sportif de haut niveau un jour, on l'est toujours. Donc, et la récompense de la médaille olympique, la médaille du champion du monde, la médaille du recordman, parce qu'il y a des sports qui sont pas olympiques, donc c'est vrai, ils sont pas reconnus, mais on porte les valeurs de la France quand on va à l'étranger pour représenter un pays et une discipline. Et tout ça, c'est pas valorisé aujourd'hui. Si on valorisait plus par la récompense du sportif, peut-être qu'on aurait des gens qui se donneraient 10 fois plus pour être des champions et des travailleurs du sport. Là, aujourd'hui, c'est un peu aléatoire. On mise notre vie sur une Olympiade et en espérant que ça aille bien pour nous. Ça va marcher, même si tu es champion olympique demain, ça va marcher pour toi pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça va dépendre le nombre d'années que tu vas continuer. Mais derrière, ça va être une galère. Parce qu'en fait, il va devoir se reconstruire, se retrouver quelque chose. Et toutes ces années de pratique, en fait, elles seront jamais valorisées. Voilà. Il y a un très grand accompagnement pour les sportifs et c'est tant mieux aujourd'hui. Par contre, faut pas oublier qu'une fois que ça s'arrête, ça s'arrête. Ouais, on est aussi dans un pays où beaucoup d'intellectuels ont au fil des siècles opposé le corps et l'esprit. Et comme on est dans un pays a priori d'intello, mais espérons que ça change. Une chose, hein. Oui. C'est un esprit sain dans un corps sain. Oui, voilà. C'est la tête et les jambes. Maintenant, on a les deux. Vous venez de citer Juvénal. C'est lui. Et j'avais quand même une chose pour bien comprendre par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que, des riches dans le sport, c'est 3 ou 4% de la population sportive. Alors, je voudrais qu'on revienne à Valentin, parce que là, on plaint les sportifs français, mais alors, Valentin, lui... Racontez-nous un peu votre quotidien et surtout ces galères sur lesquelles vous incitez et que vous avez raconté sur Radio France, hein, dans un podcast. Je veux dire, non mais soyons très concrets. Je veux dire, vous avez dormi dans des aéroports, le kimono à 150 balles, le judoka qui dépend de la Fédé française, on lui offre, faut vous l'acheter. Enfin, racontez-nous tout ça, quoi. Il y a eu pas mal de compétitions, surtout au début. En fait, le Bénin est un pays qui est en train de mettre beaucoup de moyens, notamment dans la culture.
et ça commence dans le sport, mais le judo n'est pas encore ancré dans. Ouais, c'est pas dans la culture locale. Hein. Donc en fait, quand je suis arrivé, j'ai un peu, je sais pas, tout le monde était peut-être un petit peu décontenancé. Il fallait payer, ça coûte cher une saison de judo, c'est 20 000 €, donc il faut payer des kimonos, les compétitions coûtent très cher, il faut payer les hôtels, les avions, les visas, donc souvent je les payais. Donc pour réduire les coûts, on prend une nuit d'hôtel en moins, le retour on le fait à l'aéroport, on dort là-bas, ça arrive. C'est pour ça que toutes ces conditions-là sont encore plus fatigantes que l'entraînement lui-même, parce que l'entraînement, a priori, on aime bien notre sport, donc on y va quand même. Le plus fatigant, c'est ce qu'il y a autour. Votre médecin vous a dit, vous êtes en surcharge cognitive, monsieur, faut vous reposer, et lui, il doit faire les jeux dans ces conditions. Oui, il y a 2-3 médecins qui m'ont dit que j'étais en burn-out. Oui, j'ai eu des soucis de santé, de sommeil, j'ai été sous antidépresseurs pour mieux dormir. Ça abîme le corps, on le sait, ça abîme l'esprit aussi beaucoup. Mais c'est ce que je dis à chaque fois, même aux médecins qui comprenaient pas tellement. C'est-à-dire que Philippe, je pense, pourra me comprendre, mais moi, je vis pour ça depuis que j'ai mis les pieds sur un tatami, j'avais 5 ans. Quand j'ai compris que les JO, c'était ce que c'était, il n'y a rien d'autre qui comptait pour moi. Donc, même si ça abîme le reste. C'est un peu en contradiction, en fait. Ouais. C'est on a envie de faire ces jeux, donc on est prêt à tout, et l'entraînement va avec. Puis après, les galères qu'on subit, en fait, on les supporte. Parce qu'on veut pas perdre le rêve, en fait. On veut pas perdre l'envie d'arriver à l'objectif final. C'est ça, parce que j'aurais pu me dire, je prends soin de moi, je prends des vacances et j'arrête. Mais prendre des vacances et pas faire les jeux, ça m'aurait pas rendu beaucoup plus heureux. Bon, donc on va le dire clairement, il y a une cagnotte en ligne pour vous aider à Elle est fermée, mais elle a avancer. bien fonctionné. Ouais. On a récolté 6 500 € quand même. Donc moi, ça m'a payé pas mal de compétitions, des stages, un stage au Japon. Donc ça part très vite, mais c'était déjà très bien. Et j'étais surpris de voir la bienveillance. Les gens ont vraiment fait le choix de la bienveillance. J'ai reçu plein de messages sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout. Et j'étais vraiment très surpris, très étonné. Et ça a permis d'agréger plein de personnes qui sont pris au jeu et qui m'ont envoyé plein de messages et qui ont très envie, je crois, que je prenne une médaille cet été. Alors, vous combattrez, vous tirez, comme on dit au judo, le 30 juillet. Le 30 juillet. Mardi 30 juillet, 10h. Bon. Alors ça, c'est les Jeux Olympiques. On va dire un mot des Jeux Paralympiques. Je souhaitais que vous soyez là, Romain, parce que, Jeux Olympiques, c'est facile de remplir les tribunes. Jeux Paralympiques, c'est parfois un petit peu plus compliqué. D'abord parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques avant, donc les gens se disent, les performances vont être moins importantes. Et puis après, c'est plus loin. C'est déjà la rentrée au mois de septembre. En fait, il faut réexpliquer une fois de plus que les Jeux Paralympiques, c'est du sport de haut niveau. De très haut niveau, haut niveau. Nous, ce qu'on constate, c'est que les Français sont là, sont au rendez-vous des Jeux Olympiques. 10 millions de billets à vendre, on a vendu quasiment la totalité, encore quelques places dans les stades de grande jauge notamment, mais ça se passe plutôt très bien. Les Jeux Paralympiques, 2,8 millions de billets à vendre, on a vendu un peu plus d'1 million aujourd'hui, donc il reste encore de la place. Ce qu'on explique, c'est une fois dans une vie. C'est comme pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Paralympiques, c'est une fois dans une vie. C'est à la rentrée, donc du 28 août au 8 septembre. Donc on sera dans le coin normalement. Les enfants auront pris les cours, donc ils vont pouvoir venir aussi. Donc c'est un enjeu pour nous qui est majeur. C'est aussi un enjeu sur le changement de regard sur le handicap. C'est ce qu'a très bien fait Londres en 2012. C'était incroyable ce qu'ils ont fait avec une campagne de communication qui était fabuleuse. Et donc pour accélérer aussi l'inclusion des personnes en situation de handicap, à l'heure où en France, il y a 15% des Français qui sont en situation de handicap. Donc pour nous, c'est un enjeu qui est clé. On veut des stades pleins et venez encourager les Français dans les stades aux Jeux Paralympiques. Parce que tout ça s'inscrit dans ce qu'on appelle l'héritage immatériel des Jeux. Tout à l'heure, vous parliez de cette France dont on veut faire un pays sportif, qui ne l'est peut-être pas assez. Philippe disait la même chose. On veut aussi changer le regard de tout un chacun des Français sur le handicap. Et ces Jeux Paralympiques doivent y aider, encore une fois, dans le cadre de ce qu'on a appelé l'héritage immatériel, parce que c'est là-dessus que s'est construite la candidature de la France. Oui, exactement. Et aujourd'hui, on a travaillé, ça fait longtemps qu'on travaille avec le mouvement paralympique français aussi. On organise chaque année la semaine olympique et paralympique dans les écoles. Cette année, c'était 2
2 millions d'enfants et d'élèves sensibilisés qui ont participé à cette semaine olympique dans 12 000 écoles en France. Donc voilà, c'était la 7e ou 8e édition déjà. On organise la journée paralympique, c'est la 2e fois qu'on organise la journée paralympique, c'est nouveau aussi, pour sensibiliser les Français. Donc c'est un début, mais on veut vraiment profiter de cette fenêtre pour mettre en avant les athlètes, parce que les athlètes paralympiques sont juste extraordinaires, quoi. Et moi, je dirais, il y a un truc qu'il faudrait peut-être changer, hein, ça c'est peut-être plus du côté du CIO, parce que moi je pense que les paras, on devrait les faire avant. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est compliqué parce que les infrastructures sportives sont pas les mêmes, il y a du changement. Là déjà, la coupure des 15 jours entre les valides et les paras, elle est énorme. En plus, effectivement, on arrive sur la rentrée des classes. Je pense que ça bloque un petit peu les parents qui pourraient emmener les enfants parce qu'il y a l'école, il y a tout ce bazar de rentrée. Ils doivent gérer d'abord les enfants avant de gérer la partie sportive. Je suis pas tout à fait d'accord quand on dit on n'est pas un pays sportif. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui pratiquent le sport. C'est juste parce qu'on valorise pas assez et correctement le sport et les récompenses du sport qu'on dit qu'on n'est pas un pays sportif. Je pense que s'il y a eu 10 millions de billets vendus aujourd'hui et d'achetés, c'est que les gens s'intéressent quand même aux Jeux Olympiques. Il n'y a pas que des étrangers qui ont acheté des billets. Certes, ils étaient un petit peu chers au départ, donc ça a quand même freiné pas mal de gens des Français qui avaient peut-être envie de venir. Moi, j'en croise beaucoup, des gens qui disent attendez, c'était tellement cher qu'on s'est désintéressé en fait de la vente des places. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un peu plus de places, peut-être qu'on peut aller chercher à droite à gauche pour un prix plus raisonnable, et tant mieux, parce qu'il faut remplir les stades. Après, sur les paras, vous voyez, par exemple, moi j'avais proposé à France Télévisions, qui suit de la maison, puisque je commente avec Nelson Montfort les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques d'hiver avec le patinage. Et bon, certes, je comprends que je suis pas légitime pour commenter une finale de 100 mètres. Par contre, avec Nelson, on aurait pu faire les paras pour amener une espèce de fantaisie sur le commentateur sportif des paras, pour amener en fait plus de gens à nous écouter, et à venir voir les performances des paras. Moi, je suis pas là, c'est pas mon image qui est importante, c'est justement comment on fait pour amener une masse de gens à regarder les performances sportives des paras, comme vous l'avez dit, elles sont énormes. Je veux dire, moi, j'ai organisé en 2003 la parade des personnes handicapées, le défi para, dans le cadre de 2003, année européenne. Et moi, ce qui m'a particulièrement touché chez ce public-là, c'est qu'ils ont un savoir-faire et un savoir-vivre, un savoir-être formidable. Et quand je suis allé voir les championnats du monde paralympiques là, à Charletti, l'ambiance, c'est une autre ambiance, c'est quelque chose, il y a beaucoup de bonheur en fait dans l'arène, il y a beaucoup de joie. Enfin, c'est des gens qui font du sport vraiment avec les valeurs peut-être. C'est très familial. Enfin voilà, ils font du sport pour faire du sport, ils sont pas dans le business, ils sont pas dans tout ça, eux. Hein. Ils sont super contents de courir, de s'opposer. Voilà, c'est génial. On va vous embaucher tout. Puis alors, non, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est pour parler du sport paralympique et essayer de donner envie aux gens de s'y intéresser, c'est que les athlètes paralympiques n'ont que faire de notre compassion, quoi. Ils s'en foutent. Ils en veulent surtout pas. Ils en veulent surtout pas. Je demande pas aux Français et aux Françaises et aux Français d'acheter un billet pour faire une bonne cause. Hein. Oui, c'est pour aller voir du spectacle, unique, pour aller voir quelque chose dans une vie d'extraordinaire. Pour reprendre ce que disait Monsieur Candeloro tout à l'heure, tu as aujourd'hui sur les Jeux paralympiques 80% des places qui sont à 50 € ou moins. Et dans ces 80%, tu as la moitié des places à 25 €. Ouais. Et il y a des finales aujourd'hui, des grandes finales pour les Jeux paralympiques accessibles dès 25 €. Donc on a mis en place plusieurs formules qui correspondent aussi à la rentrée. Il y a des formules de groupe aujourd'hui, des billets de groupe qu'on peut acheter pour des associations, des comités d'entreprise, pour des groupes scolaires, des écoles, etc. Donc ça, c'est quand même assez nouveau. On a aussi un billet pour les familles. Donc quand vous venez à deux adultes qui achètent un billet pour l'enfant qui a moins de 12 ans ou les deux enfants, les billets sont à 10 €. Et on a mis en place un système, une formule qui est quand même assez canon, c'est aller supporter les athlètes paralympiques dans des carrés de supporters. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un partenaire qui s'appelle EDF qui a sponsorisé, qui est partenaire de ces carrés de supporters. Donc sur chaque site paralympique et olympique, on aura une tribune de supporters pour aller supporter ces athlètes paralympiques. Alors l'un des enjeux aussi du succès des Jeux paralympiques, c'est la compréhension des règles, parce qu'évidemment les règles sont adaptées en fonction du handicap. Voilà. De formule, il faut être mathématicien. Vous avez deux rebonds. Au basket, vous avez droit aussi à des choses auxquelles vous n'avez pas droit lorsque vous jouez. Bon, ça c'est quelque chose d'important. Et ce travail pédagogique, bon, les médias essaient de le faire, nous à France Télé, mais il y a aussi des tutos et des explications qu'on peut trouver sur le site de Paris 2024. Oui, tout à fait. Alors il y a beaucoup de contenu aujourd'hui
aujourd'hui, mais il y a un vrai travail d'explication, effectivement, d'évangélisation quelque part un peu de tous ces sports paralympiques, parce qu'on connaît pas bien les règles, et bon, ça arrive une fois tous les 4 ans, et malheureusement on en parle un peu quand même une fois tous les 4 ans. Alors là, on a une chance énorme, c'est les Jeux à la maison, mais je vous invite effectivement à vous renseigner. Et puis, juste, si vous allez voir des Jeux paralympiques, vous allez recevoir aussi des contenus sur chaque sport pour venir un peu avant les Jeux, avant l'épreuve, comprendre ce qui se passe. Où est-ce qu'on trouve des billets en ce moment? Alors, il suffit d'aller sur le site. C'est mon moment pub, ticket avec un s.paris2024.org. Et je vous dis, il reste encore pas mal de places. Je peux vous donner 2-3 noms quand même, parce que c'est important de les citer. Je me suis noté le 29 août, vous pouvez aller voir Marie Patouillet en paracyclisme à Saint-Quentin, en Yvelines. Superbe athlète, Marie Patouillet. 29 et 31, vous avez Axel Portal et Hugo Didier en paranatation à Nanterre. Le 30 août, Pauline Desroulèdes en para-tennis à Roland-Garros. Lucas Mazur en para-badminton le 2 septembre à l'Arena Porte de la Chapelle. Garçon en plus charmant et très drôle. Et judoka à 16h. Arnaud Assoumani, que vous connaissez bien. Collectif, j'attendais qu'il soit cité. Arnaud, il est incroyable. Para-athlétisme le 4 septembre. Arnaud, c'est ses 6e jeux. 6e jeu, 5 médailles déjà. Oui, je précise que c'est un athlète paralympique qui participe aux épreuves des athlètes valides et qui a eu, je crois, une médaille de bronze dans un championnat de France au saut en longueur. C'est-à-dire qu'il court dans les 2 catégories, para et pas para, et il réussit des perfs dans les 2 catégories. C'est vous dire si le paralympisme, c'est du sport de haut niveau. Exactement, tout à fait. Un mec sympa par ailleurs aussi. J'ai l'air de bien le connaître. Je vais rejoindre quand même pour lui faire un peu de pub aussi. Si les Jeux olympiques vont rendre les gens heureux, je pense que les paralympiques vont les rendre encore plus heureux. Il y aura plus de bonheur qui va sortir de ça. Parce que derrière, il y a aussi des histoires humaines. C'est pas ce qui doit primer initialement, mais derrière, elles sont d'ailleurs résumées dans ces bouquins qui sortent, Ma rage de vaincre d'Alexis Anquincan, qui sera porte-drapeau, mais il y a plein d'autres histoires écrites par des athlètes. Derrière chaque athlète olympique, il y a une histoire forte, évidemment, mais alors derrière chaque athlète paralympique, évidemment, vous pouvez ça donne de l'espoir à beaucoup qui sont aussi dans une situation de handicap, qui se disent tiens, si lui il est capable, pourquoi pas moi? Donc en fait, c'est ça qui est magique. On est tous amenés peut-être à des fois malheureusement rencontrer des situations compliquées dans la vie, et je pense que le message qu'ils envoient, c'est que quelle que soit la situation que l'on rencontre, il y a une solution et on peut s'éclater, même refaire du sport à très haut niveau quand il nous manque une jambe, un bras. Et je pense qu'ils envoient un message d'espoir qui est monstrueux, quoi. Alors, ils envoient un message d'espoir. On a sorti une communication, je sais pas si vous l'avez là, à la campagne. C'est il ne me manque rien. Donc c'est il ne manque que vous, sauf vous. Donc sauf vous, génial. Ce sont les Françaises et les Français qui doivent aller les supporter dans les stades. Oui, nous sommes prêts. Il ne manque rien. Il ne manque que vous dans les tribunes. On va boucler la boucle parce qu'on a parlé de la retraite des sportifs de haut niveau. Alors Valentin, lui, se dit moi j'aimerais bien déjà avoir de me payer le kimono et pouvoir faire les compétitions. Mais quand on parle de la retraite des sportifs de haut niveau, est-ce qu'on parle aussi de la retraite des sportifs de haut niveau avec handicap et du paralympisme, où ça c'est encore un autre combat à mener qui va être compliqué, pas simple, mais que peut-être à terme vous mènerez ou quelqu'un mènera un jour. Alors, je suis pas un expert des aides, enfin de toutes les participations financières qui sont à côté du handicap. Ce que je sais, c'est que Arnaud Assoumani fait partie du collectif des 600, on est plus de 600 aujourd'hui. Alors Arnaud, qui est un athlète paralympique, dont on parlait à l'instant de saut en longueur. Et Arnaud, il rencontre les mêmes problèmes que les sportifs valides, quoi. Je veux dire, j'aime pas ce terme valide, pas valide. Mais oui, c'est toujours en situation de handicap ou parfois on dit valide. Pas dire normal non plus. Oui, parce que tout le monde est normal. Donc. Voilà. Mais ils ont les mêmes problèmes. Alors a priori, d'après ce qu'on a pu comprendre, ils n'étaient pas forcément dans le même combat parce que ils ont des aides comme l'APA, je sais plus comment ça s'appelle, qui les accompagnent, et donc ça peut faire office de... Ils ont déjà une reconnaissance, en fait, par rapport à leur handicap. Donc, socialement, ils sont au-delà du sport. Un peu pris en charge, au-delà du sport. Mais pour le sport et la récompense, je pense qu'ils sont dans les mêmes problématiques que nous. Pareil. Ok, messieurs. J'avais juste un... Oui, allez-y, Pascal. Bien expliqué, parce que je profite... et c'est important de le dire parce que des gens se disent oui, les sportifs, comme vous disiez tout à l'heure, ils ont de l'argent, machin, etc. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sujet n'est pas l'argent. En 1946, il y a une réforme il y a eu la retraite par répartition qui a été mise en place en France. On n'a pas dit en 46
ceux de 46 partiront à 60 ans à la retraite et ceux de 45 travailleront jusqu'à en mourir. Et ce qui s'est passé pour les sportifs de haut niveau en 2012, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a dit seulement une partie de la population des sportifs de haut niveau pourront avoir des droits. Donc discrimination. Discrimination. Voilà. Et en fait, on n'est pas dans le combat de se battre contre nos copains qui font les Jeux Olympiques d'aujourd'hui. Ouais. Il y en a plein qui disent « je peux pas trop m'insérer dans le truc parce que je fais partie du comité olympique, machin, ça va me foutre dans la merde. » Non. Même moi, je dirais, à la limite, aujourd'hui, j'en ai pas besoin, mais je soutiens le collectif. Parce que on est fait partie de la même famille, de la même race. On a fait du sport, on a donné notre vie, nos tripes pour représenter la France et notre discipline de sport. Voilà. Donc aujourd'hui, on demande à être un peu, ça soit rééquilibré. Et le principe de la démocratie, c'est même droit, même loi pour tous les citoyens. Donc voilà. Bon, c'est dit. Je rappelle que le collectif, vous l'avez fondé avec Robert Leroux, l'escrimeur, les judokates Marie-Claire Restou, Cathy Fleury, multimédaillée, Philippe, pareil. Et alors, Patrice Martin en ski nautique, il doit avoir 8592 médailles de France, d'Europe, du monde. Et en plus, c'est pas un sport olympique français. Oui, donc c'est une des références qu'on a dans le groupe parce que combien de fois il a remporté de médailles, combien de fois il a fait porter le drapeau en haut du mât. Et c'est finalement une discipline. On ne parle pas que des champions olympiques aujourd'hui. On parle de tout sport confondu. Merci messieurs. Valentin Winato, on vous suit sur le podcast Radio France. Ouais, sur France Inter, la prépa, l'émission L'Esprit Sport. Et puis sur Instagram. Et puis sous le drapeau béninois alors. Bonne chance, tatamis. Allez, on dit Gamba. C'est Surya qui disait ça. Romain Lachance, directeur engagement Paris 2024. Merci d'être passé nous voir et d'avoir donné envie d'aller voir les Jeux paralympiques. Rendez-vous pour l'expérience d'une vie sur ticket.paris2024.org. Voilà, pour les Jeux paralympiques. Pub, c'est dit. Pascal Elouzan, bravo pour ce que vous faites pour la retraite des sportifs de haut niveau. Philippe, bravo pour l'ensemble de votre œuvre. Et au théâtre en plus. Au théâtre avec Nelson, effectivement, ça patine à Tokyo. Une belle pièce sympathique. Ça patine à Tokyo. Est-ce qu'on a le... Reconversion, vous voyez Oui, la reconversion. Voilà. Vous savez tout faire. On a déjà passé, on a vu l'affiche. Ah bah tant mieux, tant mieux. Bien, merci à tous les quatre. Merci à vous. Merci. C'en est fini pour aujourd'hui. Et là voilà l'affiche. Ça patine à Tokyo. Bon, on ira vous voir. Avec le confrère, qui va bientôt quitter la maison, Nelson. malheureusement. L'info continue sur France Info.